Eh bien, Nicolas, ça ne va pas l'appétit? Non, non. Comment voulez-vous que ça aille? Je viens de lire, là, on va encore ajouter un autre produit chimique, peut-être au pain, le monostéarate. Et pourquoi faire? Pour l'empêcher de durcir, comme si ça ne suffisait pas. Le vin avec des colorants, les pommes couvertes d'insecticides, la viande provenant d'animaux engraissés avec des antibiotiques, la salade avec des engrais chimiques. Mais ça n'est plus possible. Oui, la liste des produits chimiques qu'on ajoute à l'alimentation augmente tous les jours. Mais est-ce qu'il faut vraiment croire tout ce qu'on dit au sujet du danger de ces produits chimiques? Vous savez, le sujet est suffisamment grave parce que tout notre avenir, non pas seulement le nôtre, mais celui des enfants, l'alimentation de l'an 2000 est tout de même suffisamment importante pour l'avenir de l'espèce, pour que nous fassions une enquête. Il faut que nous allions voir tous les spécialistes, tous ceux qui s'occupent de toxicologie, d'alimentation, pour nous éclairer sur ce sujet. J'avais 4 ans quand ces images ont été tournées et j'aurais pu être l'un des enfants assis autour de la table. Un demi-siècle plus tard, j'ai repris l'enquête qui avait tourné court. Et pour cause, à l'époque, il était trop tôt pour mesurer les effets à long terme des produits chimiques utilisés dans la chaîne alimentaire, du champ du paysan à l'assiette du consommateur. Pourtant, ils sont partout, sur les fruits et légumes sous forme de résidus de pesticides, dans l'épicerie et les plats préparés sous forme d'additifs alimentaires, ou encore dans les emballages et récipients en plastique. Comment sont-ils réglementés? Ont-ils été sérieusement testés? Y a-t-il un lien entre ces produits chimiques et certaines maladies chroniques comme les cancers, les maladies neurodégénératives ou les problèmes de stérilité? Pour répondre à ces questions, j'ai fait le tour du monde en assemblant patiemment les pièces du puzzle, car savoir, c'est pouvoir. Je suis très heureux de vous recevoir sur cette exploitation qui s'appelle Beauregard. C'est une exploitation céréalière, il n'y a pas d'élevage. Ici, il y a au début, moi, des années 90, c'était de l'agriculture intensive et je croyais fortement à la chimie. C'est aussi ici que j'ai eu un accident en avril 2004 où tout simplement en vérifiant le nettoyage d'une cuve sur un pulvérisateur venant de désherber du maïs. Il y avait un désherbant assez puissant à l'intérieur du lasso et j'ai inhalé les vapeurs d'un adjuvant, d'un solvant qui s'appelle le monochlorobenzène qui était dans ce produit. In corn and soybeans, Lasso by itself or a recommended Lasso tank mix can control many problem weeds. Lasso, herbicide by Monsanto. Aussitôt l'accident, j'ai été pris en charge par un service d'urgence et puis j'ai été arrêté quelques semaines. Mais c'est surtout des problèmes de santé qui sont apparus plusieurs mois après, qui ont entraîné 5 mois d'hospitalisation et 9 mois d'arrêt de travail. Voilà. Je m'aperçois qu'aujourd'hui, si vous êtes là, c'est que nous sommes plusieurs à être victimes de ces produits. C'est un sujet tabou, je sais que c'est très 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 difficile d'en parler. My answer is chemical weed control. Used properly, nobody gets hurt. Only the weeds. Voilà, une qualité boulanger. Ce fut une première mondiale. En janvier 2010, une trentaine d'agriculteurs malades se sont réunis à l'invitation du Mouvement pour le respect et le droit des générations futures, une organisation environnementale qui mène une campagne sur les dangers des pesticides. Il y a 37 hectares ici, là. Et au début de ma carrière, c'est symbolique cette haie, parce qu'au début de ma carrière, entre guillemets, les haies, je les arrachais. Et voilà, et aujourd'hui on replante des haies. C'est dans l'air du temps, Voilà, on a un peu d'avance de ce côté-là. J'étais là à double titre. Comme journaliste d'abord, parce que la chaîne alimentaire commence dans le champ du paysan. Mais aussi parce que j'ai grandi sur une ferme située à une centaine de kilomètres. Comme tous ces hommes et femmes, mes parents ont été des acteurs de la Révolution verte, qui a profondément bouleversé les pratiques agricoles dans les années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale.
Le modèle venait des États-Unis, qui grâce au plan Marshall, censé soutenir la reconstruction de l'Europe en ruine, exportèrent massivement machines agricoles et pesticides. Et tous y ont cru. Fini les disettes ou les famines, l'agriculture industrielle allait pouvoir nourrir le monde. Man, in the past 2 decades, has made tremendous strides in the use of chemistry as a tool to produce abundance. The abundance which has given us the highest living standard the world has ever known. Dans ce modèle agricole, la chimie a réponse à tout. Elle fournit des insecticides pour anéantir les insectes, des herbicides pour détruire les mauvaises herbes et des fongicides pour exterminer les champignons. Pourquoi une réunion aujourd'hui? Ça fait 15 ans qu'on travaille sur les pollutions chimiques, notamment sur les pollutions liées aux pesticides. Et ça fait 15 ans qu'on voit partout dans les campagnes en France des agriculteurs qui sont malades ou qui nous disent qu'ils ont des collègues malades. Le but est que vous puissiez vous exprimer et puis aussi de trouver un certain nombre de réponses à des questions que vous vous posez, soit en termes de toxicologie, en termes médicaux ou bien en termes légaux, puisqu'on a un certain nombre d'experts qui sont là, qui pourront vous donner des réponses. Moi, mon histoire, elle est banale. Ça a été une intoxication aiguë. Alors j'ai eu la chance, peut-être que j'étais plus coriace, j'en sais rien, mais j'ai eu la chance de survivre ce jour-là. Peut-être c'est une malchance pour la firme, en tous les cas, qui a vendu le produit. Mais j'ai eu des problèmes neurologiques, c'est-à-dire que j'avais des maux de tête violents, je perdais connaissance brutalement, mais alors là, des comas qui n'étaient pas très longs, certes, mais profonds et soudains. Aujourd'hui, au niveau neurologique, je suis suivi, j'ai un IRM tous les 6 mois parce que des lésions sont apparues au niveau du cerveau. Et donc, l'évolution est surveillée de très près. But always remember, pesticides are poisons, and their safe use depends on you. Use pesticides safely. Les pesticides sont des poisons. Voilà qui a le mérite de la clarté. Et à forte dose, ils peuvent provoquer ce que l'on appelle une intoxication aiguë, en anglais poisoning, un empoisonnement. Ce danger n'a jamais été nié par les promoteurs de l'agriculture chimique, qui il y a 50 ans n'hésitaient pas à filmer des victimes d'intoxication aiguë dans un but de recherche thérapeutique et de prévention. D'après l'Organisation mondiale de la santé, chaque année, 1 à 3 millions de personnes sont victimes d'intoxication aiguë par les pesticides et plus de 200 000 en meurent. La France représente le premier utilisateur européen de pesticides avec une consommation annuelle de 80 000 tonnes. Depuis 1997, la Mutualité sociale agricole, MSA, mène un programme de surveillance des intoxications aiguës baptisé FIT Attitude. FIT comme produit phytosanitaire, le terme utilisé par les pouvoirs publics et l'industrie pour désigner les pesticides. En 2009, la mutuelle a reçu 271 signalements pour intoxication aiguë. Est-ce que vous savez quel genre de produits sont incriminés? Est-ce que c'est plutôt des herbicides, des fongicides? Alors, on a une idée. On sait, par exemple, quand les gens ont des maux de tête, le plus souvent, ce sont des insecticides. Hein, c'est en train de diminuer puisque c'était une catégorie, une famille de produits d'insecticides et ils ont tendance à disparaître. Mais les insecticides, on a plus remarqué avec les insecticides des symptômes neurologiques, on dit des maux de tête. Avec les fongicides, on observe plus de manifestations cutanées. Avec les herbicides, c'est digestif, cutané. Quelles sont les maladies qui peuvent être aujourd'hui reconnues comme maladies professionnelles en milieu agricole? Alors, le départ, c'est dans les années 90-95, quand des études américaines, italiennes et scandinaves ont mis en évidence que des cancers étaient plus fréquents dans la population agricole que dans la population générale. Il faut noter que dans la population agricole, il y a moins de cancers que dans la population générale, mais que certains cancers sont plus représentés. Et là, donc, on a eu des maladies aussi, donc je parle de cancer, mais aussi des maladies neurologiques, avec notamment la maladie de Parkinson. Et
eh bien, ces maladies que l'on a vues chez certaines personnes, chez certains agriculteurs, ont été reconnues en maladies professionnelles, puisque donc les études épidémiologiques montraient qu'en fait, il y avait donc une augmentation du risque de ces maladies liées à l'utilisation des produits phyto. Si la réponse du docteur Dupuppé a été aussi laborieuse, c'est que jusqu'à une date récente, l'impact à long terme des pesticides sur leurs utilisateurs était un sujet tabou. Les messages de prévention visaient uniquement les intoxications aiguës, mais jamais l'exposition chronique à des doses faibles et répétées dans le temps. La multiplication des études épidémiologiques a contraint la mutuelle à rompre progressivement le silence. Un exemple, la maladie de Parkinson. À ce jour, une dizaine d'études épidémiologiques ont établi un lien entre l'exposition chronique aux pesticides et cette pathologie neurodégénérative. J'en ai choisi deux. L'une a été réalisée par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale en collaboration avec les médecins du travail de la MSA et l'autre par l'Institut Parkinson en Californie. Chaque étude portait sur une cohorte d'au moins 500 malades comparée à un groupe équivalent de personnes non malades baptisé groupe contrôle. Notre résultat principal, c'est que 3 substances chimiques sont très fortement associées au risque d'avoir la maladie de Parkinson. La première, c'est le 2,4-D, qui est un herbicide. La deuxième, le paraquat, un autre herbicide. Et la troisième, la permétrine, qui est un insecticide. Parmi les insecticides, on a observé qu'il y avait une relation plus particulière avec les insecticides organochlorés, pour lesquels le risque était un peu plus élevé que dans l'ensemble, avec un risque environ multiplié par 2,5. Le risque peut être de 2,5 à 3 fois supérieur. Ce sont des produits donc, comme le DDT, bien sûr, qui est maintenant interdit depuis très longtemps, ou le Lindane, qui a été utilisé jusqu'à la fin des années 90. Le plus récemment interdit, c'est l'endosulfan. Ce sont des produits qui ont été interdits dans la plupart des pays, en tout cas occidentaux, pour leur utilisation agricole, en raison de leur caractère très persistant dans l'environnement. À ce jour, une trentaine d'agriculteurs malades ont été reconnus en maladie professionnelle, dont 10 pour la maladie de Parkinson. Pour les malades réunis à Ruffec, ce n'est pas assez, car la MSA accorde le statut au compte-gouttes. Il n'empêche, le changement d'attitude de la mutuelle constitue une première mondiale. C'est bien peut-être maintenant de laisser la parole aux personnes qui ont été déjà reconnues justement en maladie professionnelle pour montrer les cas où ça a déjà abouti. C'est votre cas ? Voilà ce qui m'est arrivé. En 98, j'ai inhalé du gauchou. Toute une journée. Le soir, donc j'ai été malade. Le médecin est venu et je rendais tout ça. Donc bon, il m'a fait un papier comme quoi que j'avais inhalé du gauchou. Et en 2002, donc je suis allé voir une neurologue en médecine nucléaire à Tours et qui m'a dit: vous avez la maladie de Parkinson. Et elle, carrément, elle m'a dit comme ça peut venir des pesticides que vous avez inhalés. Je suis en arrêt depuis 7 ans. Je suis parisien aujourd'hui depuis 18 mois. Pourquoi? Tout simplement parce que à Paris, je vis incognito. Je suis libre. Carrément libre. Je serais dans ma campagne, on me ferait ça. On me montrerait du doigt. Je ne pourrais pas vivre. Et c'est fréquent dans le milieu, c'est la situation où la victime est pointée du doigt par son propre milieu? Moi, en 2 mots, j'ai vu en 6 ans, au départ, mes collègues agriculteurs m'ont dit, excusez-moi le terme, ferme ta gueule parce que tu déranges. Si tu es plus sensible que les autres, c'est pas de notre faute, parce que nous, on les a toujours utilisés et on n'est pas malade. Et aujourd'hui, 6 ans après, ne passe pas, je dirais, une dizaine de jours sans qu'on ait des coups de fil de gens, soit ils sont malades, soit ils commencent à raisonner autrement et dire, t'as raison, on a une part de responsabilité sur cette pollution et sur l'environnement, mais les premières victimes, ça va être nous. Vas-y.
Moi c'est Yannick, je suis agriculteur à Saujon, Charente-Maritime, et je suis tombé malade en octobre 2002. J'ai contracté une leucémie aiguë, myéloïde de type 4. Aujourd'hui, donc en 2003, ils m'ont fait une greffe de moelle osseuse qui a bien fonctionné au CHU de Poitiers, et par contre, aujourd'hui, j'ai toujours la réaction du greffon contre moi. C'est-à-dire la greffe, la personne qui m'a donné sa moelle osseuse n'était pas compatible à 100% avec moi. Et la greffe réagit contre mon corps. Aujourd'hui, j'ai des problèmes sur la peau et sur les tendons. Rétraction des tendons et sclérodermie de la peau. Sécheresse des yeux et plein d'autres problèmes. C'est plutôt quels cancers qui sont susceptibles d'être connus en maladie professionnelle? Les cancers, alors il y a les cancers du sang. C'est ceux en fait que l'on a trouvé le plus souvent, que l'on retrouve plus dans les études épidémiologiques, ce qui est donc les leucémies, les lymphomes, le Hodgkinia. On retrouve aussi le cancer du cerveau, on retrouve aussi du cancer de la prostate, cancer aussi de la peau. Qu'en pensent les fabricants de pesticides? En France, ils sont représentés par l'Union des industries de la protection des plantes, qui regroupe 19 adhérents, dont les 6 géants du secteur. BASF, Bayer, Dow, DuPont, Monsanto et Syngenta. Aujourd'hui, il n'y a aucune preuve qui permette de faire une corrélation certaine entre apparition de certaines maladies et exposition donc aux produits phytopharmaceutiques. Qui croire? D'un côté, la MSA, qui accorde le statut de maladie professionnelle à des agriculteurs atteints de cancer. De l'autre, un représentant de l'industrie qui affirme que le lien entre pesticides et cancer n'a pas été démontré. Pour y voir plus clair, j'ai contacté le Centre international de recherche sur le cancer qui dépend de l'OMS. En 2007, le CIRC a co-signé un rapport publié par les académies françaises de médecine et des sciences. Intitulé « Les causes du cancer en France », il désignait le tabac comme la principale cause de la maladie et affirmait que seuls 0,5% des cancers sont dus à la pollution chimique. Dans son tableau des cancers attribuables aux expositions professionnelles, il ignorait les pesticides et concluait « Le lien putatif entre pesticides et cancer ne repose sur aucune donnée solide ». Dans le domaine du cancer, le CIRC est une référence internationale. C'est lui qui établit les monographies, c'est-à-dire la classification des produits chimiques en fonction de leur potentiel cancérigène, un outil capital pour la réglementation des substances. Pour cela, ces experts examinent la littérature scientifique concernant le produit, à savoir toutes les études publiées dans ce que l'on appelle les revues à comité de lecture. Les substances sont classées en 3 catégories. Groupe 1, cancérigène pour l'homme. Une catégorie exceptionnelle, car pour qu'une molécule en fasse partie, il faut qu'il y ait des données épidémiologiques, ce qui est très difficile à obtenir. C'est le cas de l'amiante ou du benzène. Viennent ensuite le groupe 2A, cancérigène probable pour l'homme, et le groupe 2B, cancérigène possible, qui caractérise des substances pour lesquelles il existe des données expérimentales chez l'animal, plus ou moins importantes. Sur les 100 000 produits chimiques commercialisés depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, seuls 900 ont été évalués par le CIRC. Plus de la moitié fait partie du groupe 3, inclassable. Est-ce que le fait qu'un produit chimique n'ait pas été classé par le CIRC signifie qu'il n'est pas dangereux? Non, pas du tout. Cela signifie que dans la plupart des cas, il n'a pas été testé. Parfois, il a été testé, mais nous n'avons pas encore programmé son évaluation. En général, cela signifie que personne n'a examiné ces données pour le cancer ou que personne n'a étudié ses effets cancérigènes potentiels. Combien de pesticides ont été évalués par le CIRC? Je ne les ai pas vraiment comptés, mais je pense que nous avons dû évaluer une vingtaine ou une trentaine de pesticides dans toute l'histoire de notre programme. Ce n'est rien.
C'est vrai que ce n'est pas beaucoup si on compare avec le nombre de pesticides qui sont utilisés. En fait, c'est très difficile pour nous de faire une évaluation sérieuse des pesticides, parce que la majorité des études expérimentales qui les concernent ne sont pas publiques. Certes, les firmes qui produisent les pesticides sont censées fournir des données aux agences sanitaires nationales, et elles font des tests. Les études sont transmises aux agences gouvernementales, mais elles ne sont pas publiées. C'est très difficile pour nous d'y avoir accès. Comment expliquez-vous le fait que les études conduites par l'industrie des pesticides ne soient pas publiées dans des revues scientifiques à comité de lecture? Il n'est peut-être pas dans l'intérêt des firmes de publier des résultats qui suggèrent que leurs produits peuvent être nocifs. De toute façon, elles ne sont pas obligées de rendre publiques leurs études. Vous savez qu'en 2007, les académies françaises de médecine et de sciences ont publié avec le CIRC un rapport intitulé « Les causes du cancer en France ». Merci. Les auteurs écrivent qu'aucun des pesticides utilisés actuellement n'est cancérogène chez l'animal ou chez l'homme. J'ai consulté vos monographies et j'ai trouvé au moins 2 pesticides actuellement utilisés, classés comme 2B. Le dichlorvos et la chlorothalonil. S'ils ont été classés 2B, ça veut dire que des études ont montré qu'ils étaient cancérigènes, au moins chez les animaux. Oui, ils sont toujours utilisés et je suis sûr qu'ils sont cancérigènes pour les animaux. Ça veut dire que l'affirmation de ce rapport est inexacte. Oui. Je pense qu'elle l'est. En théorie, il ne devrait jamais subsister d'insecticides dans les aliments que nous consommons. Ce n'est pas toujours le cas, malheureusement. Souvent, il en reste seulement des traces, trop faibles pour nous empoisonner rapidement. Mais comment savoir si, à la longue, ces traces ne favoriseront pas un trouble plus grave? Le cancer, par exemple. Toutes les bonnes questions ont déjà été posées il y a 50 ans. Si les pesticides sont toxiques au point de rendre malades leurs utilisateurs, qu'en est-il des résidus que l'on retrouve sur les fruits et légumes traités? Peuvent-ils nous rendre malades, nous les consommateurs? Pour pouvoir répondre à cette question, il faut comprendre comment fonctionne la réglementation des produits chimiques. Le système en vigueur a été élaboré à la fin des années 1950 sous la houlette de l'OMS en collaboration avec la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. En fouillant dans les archives, j'ai découvert qu'un toxicologue français a joué un rôle capital dans la mise en place des outils destinés à réglementer les substances chimiques qui entrent en contact avec nos aliments. Il s'appelait René Truot et il avait été interviewé par mes collègues il y a 50 ans. Donc on peut dire qu'il faudrait donc, face à la poussée de la chimie, augmenter l'armement préventif, en quelque sorte. Si vous me permettez de faire une comparaison, au siècle dernier, lorsque ce citoyen du monde que fut Pasteur a découvert le danger des bactéries, eh bien, dans le domaine alimentaire spécifiquement, on a accordé une très grande importance au contrôle microbiologique des aliments. Et on a fondé toute une série de laboratoires pour effectuer ce contrôle. Eh bien, il faudrait qu'il en soit de même dans le cas du contrôle des agents chimiques ajoutés aux aliments, parce que leurs dangers, pour être plus insidieux, moins spectaculaires, si vous voulez, n'en sont, à mon avis, certainement pas moins graves. René Truot est considéré comme le père de ce que l'on appelle la dose journalière admissible ou acceptable dans le jargon DJA. D'abord conçu pour la réglementation des additifs alimentaires, cet outil capital de la toxicologie a ensuite été étendu aux résidus de pesticides. Voici la définition qu'en donne René Truot. La dose journalière admissible est la quantité d'additifs alimentaires qui peut être ingérée quotidiennement et pendant toute une vie sans aucun risque. Curieusement, personne ne sait vraiment comment la DJA a été inventée, alors qu'elle est censée protéger notre santé des risques chimiques.
La seule personne que j'ai trouvée s'appelle Diane Benford, toxicologue à l'Agence britannique des normes alimentaires. Elle est l'auteure d'un document intitulé « La dose journalière admissible, un outil pour assurer la sécurité des aliments ». Il a été publié par l'ILSI, un organisme qui est financé par les multinationales de la chimie et de l'agroalimentaire. Dans sa partie historique, Diane Benford se contente de nommer René Truhaut et de citer Paracels, un médecin suisse du XVIe siècle, considéré comme le fondateur de la toxicologie. Tout peut être poison, c'est la dose qui fait la différence entre un poison et un remède. Le concept qui constitue la base de la DJA, c'est le principe de Paracels, la dose fait le poison. Qu'est-ce que cela veut dire exactement? Cela signifie que la probabilité d'avoir des effets toxiques augmente avec la dose. Mais fondamentalement, c'est vrai pour tout, y compris pour l'eau ou l'oxygène, sans lesquels nous ne pouvons vivre. Si nous en absorbons en trop grande quantité, cela peut être aussi nocif. Avec la plupart des éléments, plus la dose est faible, plus la probabilité d'avoir des effets négatifs diminue. C'est ce que les toxicologues appellent la relation dose-effet? C'est cela. Non seulement la gravité de l'effet augmente avec la dose, mais aussi le nombre d'individus qui ont une réaction négative. Si je comprends bien, tout le processus d'évaluation part du principe que les substances chimiques sont toxiques et on essaie de trouver une dose qui est censée ne produire aucun effet. Oui. As this demonstration shows, a single drop kept high can be fatal. Concrètement, la dose journalière admissible est calculée à partir d'études réalisées sur des animaux de laboratoire. Première étape, on expose les cobayes à une dose élevée de produits chimiques, généralement par voie orale. Le but est de déterminer ce que l'on appelle la dose létale, ou dans le jargon la DL50, c'est-à-dire la dose qui tue la moitié des animaux. Deuxième étape, on diminue la dose pour observer les effets sur les cobayes. On recherche toute une série d'effets nocifs possibles. Par exemple, on essaie de savoir si le produit endommage les tissus ou les organes, s'il provoque des effets sur le système nerveux ou immunitaire, et on s'intéresse tout particulièrement à son potentiel cancérigène, parce que bien sûr, c'est quelque chose qui préoccupe les gens. On répète l'expérience jusqu'à obtenir une dose qui apparemment ne provoque aucun effet sur les animaux. C'est ce que l'on appelle la NOAEL, c'est-à-dire la dose sans effet toxique observé. Puis, pour calculer la DJA, qui servira de référence pour les humains, on applique un facteur de sécurité en divisant la NOAEL par 100. Finalement, la DJA est une valeur exprimée en milligrammes de produit par kilo de poids corporel. Prenons l'exemple d'un pesticide qui a une DJA de 0,2 mg. Si le consommateur pèse 60 kg, il est donc censé pouvoir ingérer 60 fois 0,2 mg, donc 12 mg de pesticides par jour et pendant toute sa vie, sans que sa santé en soit affectée. Peut-on dire que la dose sans effet toxique observé est un seuil de sécurité? Dans la vie, il n'y a aucun domaine où l'on puisse garantir une sécurité absolue. En fait, cela dépend de la qualité des études conduites sur les animaux. Si l'étude est médiocre, on risque d'être passé à côté d'effets qu'on aurait pu observer dans une étude de très bonne qualité. C'est une mesure floue qui n'est pas extrêmement précise. C'est pourquoi les gestionnaires utilisent un facteur d'incertitude.
L'approche standard utilisée depuis des années par les toxicologues consiste à appliquer un facteur de 100. On considère que c'est d'abord un facteur de 10 pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre les animaux et les humains, puis un nouveau facteur de 10 pour les différences de sensibilité entre les humains eux-mêmes. La question est de savoir si c'est suffisant. Nombreux sont ceux qui soutiennent qu'un facteur de 10 pour tenir compte de la variabilité humaine est beaucoup trop faible. Pour une même dose, l'effet pourra être nul pour certaines personnes, mais il pourra être énorme pour d'autres. Le facteur de sécurité qui est censé être de 100 est un chiffre tombé du ciel et griffonné sur un coin de nappe. Ça s'est décidé à 4 autour d'une table. C'est ce qu'a raconté Bob Shiplan, un ancien de la Food and Drug Administration, dans une conférence à laquelle j'ai assisté. Il a dit « C'était dans les années 60. Il fallait que nous trouvions une manière de déterminer quel niveau de produit on pouvait autoriser sur les aliments. On s'est réunis, et voilà, on l'a fait. » En attendant, la DGA constitue la valeur de référence absolue pour les experts chargés de réglementer les produits chimiques qui contaminent notre chaîne alimentaire, comme ici à l'EFSA, l'autorité européenne pour la sécurité des aliments. Est-ce que vous estimez que c'est un concept scientifique, la DGA? Oui, j'ose bien l'espérer, oui, bien sûr. C'est le résultat, bien sûr, de recherches scientifiques. Il y a un consensus dans le monde scientifique qu'il y a lieu de fixer une DGA. Ce n'est pas un concept scientifique. D'abord parce que ce n'est pas une valeur qui caractérise l'étendue du risque, mais son acceptabilité. Or, l'acceptabilité est une notion essentiellement sociale, normative, politique ou commerciale. Acceptable. Mais acceptable pour qui? Et derrière la notion d'acceptabilité, il y a toujours la question, est-ce que le risque est acceptable au regard d'un bénéfice supposé? Mais ceux qui profitent de l'utilisation des produits chimiques sont toujours les entreprises et pas les consommateurs. Donc ce sont les consommateurs qui prennent les risques et les entreprises qui reçoivent les bénéfices. And although our knowledge of pesticides is still incomplete, research has given some of the answers, making economic poisons safer to use. Men have been drinking measured amounts of diluted pesticide for several months in this long-range test. In companion studies, samples of fruit, vegetables, and other food products are collected and analyzed for poisonous residue, and complete meals are analyzed to determine the average daily consumption of pesticide contained in the food we eat. C'était exactement la question que je me posais. À quoi sert la DGA si on ne tient pas compte du niveau de résidus de pesticides que l'on trouve sur les fruits et légumes traités? Pour cela, les experts ont inventé un second outil indissociable de la DGA, les limites maximales de résidus, dans le jargon LMR. C'est quoi les LMR? Donc, c'est la quantité qui peut se trouver dans une denrée alimentaire. Quantité exprimée en milligrammes de pesticides, de résidus de pesticides par kilogramme de denrées alimentaires. Donc la fixation des LMR, c'est le résultat d'un processus fort complexe. Fort complexe en effet. Prenons l'exemple d'un insecticide qui a une dose journalière admissible de 0,01 mg par kilo de poids corporel. Cet insecticide peut être utilisé sur une vingtaine de fruits et légumes. Comment savoir si nous, les consommateurs, n'atteindrons pas en un jour la dose de l'insecticide considérée comme acceptable? Pour cela, les gestionnaires doivent évaluer notre exposition potentielle en mesurant la quantité de résidus qui restent sur chaque produit agricole après la récolte grâce à des essais en champ. Et puis il faut des études de consommation pour déterminer quels fruits et légumes et en quelle quantité nous mangeons quotidiennement
en tenant compte des habitudes alimentaires qui varient d'un pays ou d'un continent à l'autre. Le résultat des milliers de chiffres permettant d'établir les limites maximales de résidus autorisés aliment par aliment. Qui fixe ces chiffres? Un organisme des Nations Unies qui répond au nom barbare de Codex Alimentarius. Chargé d'élaborer les normes alimentaires au niveau international, il est conseillé par 2 comités qui dépendent de l'OMS et de la FAO. Le comité mixte des experts sur les additifs alimentaires, appelé GECFA, et le comité mixte sur les résidus de pesticides, ou JMPR. J'ai obtenu l'autorisation exceptionnelle d'assister à la réunion annuelle du JMPR. Composé d'experts internationaux, sa mission est d'examiner les données toxicologiques des pesticides pour établir leur DJA, mais aussi de fixer les LMR pour chaque produit agricole. Lors de la session de septembre 2009, 21 pesticides ont été évalués, dont le chlorpyrifos méthyle, un insecticide fabriqué par la firme américaine Dow AgroScience. Prenons l'exemple du chlorpyrifos méthyle, qui est utilisé comme insecticide dans le monde entier. Comment peut-on savoir si un consommateur n'a pas atteint la DJA du chlorpyrifos méthyle simplement en mangeant 3 pommes et 2 pamplemousses par exemple? C'est une question. Oui, je comprends votre question. Mais il faut savoir que le niveau de LMR que nous évaluons est bien plus élevé que votre exposition réelle. D'après nos programmes de monitoring, nous savons que toutes les pommes que vous mangez n'ont pas été traitées avec du chlorpyrifos méthyle. Il faut comprendre que notre évaluation de la consommation correspond en fait au cas théorique le pire. Cela n'a rien à voir avec le monde réel. Dans le monde réel, vous aurez dans votre assiette un mélange de pommes de terre qui ont été traitées, mais aussi de carottes ou de salades qui n'ont pas été traitées. Donc, la probabilité que vous receviez en un jour un niveau très élevé de résidus de ce pesticide est extrêmement faible. À dire vrai, ce n'est pas vraiment rassurant. Concrètement, cette évaluation du cas théorique le pire est calculée à partir des données envoyées par l'industrie. Celle-ci occupe des kilomètres de rayonnage dans les sous-sols de l'OMS. Pour chaque pesticide, le fabricant envoie des milliers de pages concernant les études toxicologiques et les mesures de résidus réalisées lors des essais en champ. Les mauvaises langues affirment que c'est une stratégie de l'industrie d'inonder les experts de données difficiles à vérifier à moins d'y passer des mois. Impossible de savoir comment travaillent les experts car nous n'avons pas été autorisés à enregistrer le son des débats. En effet, au JMPR, tout est secret. L'identité des experts, le contenu des sessions qui se tiennent à huis clos et les données envoyées par l'industrie qui sont couvertes par le secret commercial. J'ai examiné la liste des études que vous a fournie Dow AgroScience, qui est le fabricant du chlorpyrifos méthyle. C'est très intéressant car elles sont toutes non publiées et couvertes par la protection des données. Vous pouvez vérifier si vous voulez. Oui, c'est fort possible. Les études fournies par l'industrie au JMPR ou aux autorités nationales sont des données protégées par une clause de confidentialité. Mais si vous consultez les documents produits par le JMPR ou les autorités nationales, vous trouverez de larges résumés de ces données. Des résumés, mais pas les données brutes. Non, pas les données brutes car elles appartiennent aux fabricants. Vous devez donc nous faire confiance pour l'analyse et l'interprétation correcte des données. La pratique de maintenir les données secrètes ne sert que les intérêts commerciaux des entreprises chimiques.
Elle est complètement contraire aux intérêts des consommateurs et de la santé publique. L'OMS et les agences de réglementation ne méritent aucunement la confiance du public tant qu'elles ne changeront pas leurs pratiques. Pourquoi les données sont-elles protégées? C'est à cause de la protection des droits de propriété intellectuelle. Ce sont des problèmes légaux. Les données sont privées et appartiennent à l'entreprise qui les transmet. Vous devriez demander à l'industrie pourquoi c'est ainsi. Seules les données qui concernent le processus de fabrication des produits peuvent justifier la clause de confidentialité, car elles représentent des informations commerciales sensibles. En revanche, toutes les données toxicologiques qui concernent la sécurité ou la toxicité des produits devraient être dans le domaine public. Si on prend l'exemple du tabac, les études fournies par les fabricants de cigarettes étaient défectueuses et même manipulées ou falsifiées. Et l'OMS a été trompée pendant des années par l'industrie. Je n'ai pas de commentaires à faire. Mais c'est vrai ce que je dis. Je n'ai pas de commentaires à faire, d'autant plus que cela s'est passé avant mon arrivée à l'organisation. Je ne connais pas tous les détails. Je sais que c'est une histoire douloureuse ici. Oui, c'est clairement une histoire douloureuse. Je ne suis pas sûre que ce soit comparable avec la situation des pesticides. Mais il est un fait que la protection des données est l'objet d'un intense débat ici. Et nous verrons bien où cela nous mènera. En attendant, une chose est sûre. Pour l'industrie, l'enjeu est énorme. Le marché annuel des pesticides représente 25 milliards d'euros. En Europe, quelques 400 molécules sont autorisées et 140 000 tonnes sont pulvérisées chaque année. Chaque pesticide a sa DJA et ses LMR pour chaque catégorie de produits agricoles. Quand on voit tous ces chiffres, on se dit que la belle construction réglementaire pourrait être rassurante si la DJA et les LMR étaient des valeurs scientifiques suffisamment sûres pour être définitives. Mais ce n'est pas le cas. C'est ce que montre l'exemple de la procimidone, un fongicide réexaminé par le JMPR à la demande de l'autorité européenne pour la sécurité des aliments. L'Union européenne a exprimé des inquiétudes concernant les limites que nous avons fixées. Vous avez raison, finalement l'EFSA a décidé de baisser la DJA de la procimidone. J'ai ici le document de l'EFSA qui, je cite, propose de changer les LMR afin de réduire l'exposition du consommateur à un niveau où on estime qu'il n'y aura pas d'effet négatif sur sa santé. Quand je lis ce document de l'EFSA, je comprends que la DJA ou les LMR fixés par l'EFSA ou le JMPR ne sont jamais définitives. Oui, dans la vie, rien n'est jamais définitif, y compris la science. Donc s'il y a de nouvelles données qui nous obligent à changer nos décisions antérieures, alors nous le faisons. Donc là, j'ai un document de l'EFSA, n'est-ce pas, publié le 21 janvier 2009. Admettons qu'on change la DJA parce qu'il y a de nouvelles données, n'est-ce pas? Ça veut dire que la DJA qu'il y avait avant, dont on pensait qu'elle me protégeait, en fait, elle ne me protégeait pas. Elle ne protégeait pas pour cette... Elle n'avait pas la même... Elle n'offrait pas la même protection. Encore une fois, il y a des valeurs de sécurité qui sont appliquées. Donc, une valeur de 100 par rapport à la dose sans effet. Donc, il y a des sécurités qui sont un peu partout insérées dans le système. Donc, c'est très improbable que la DJA, qui avait été fixée auparavant, a amené à des effets pour la santé. Si vous voulez vraiment un risque zéro, vous avez raison. Il ne faut pas utiliser de pesticides.
Mais c'est une décision politique. Tant que les politiques diront qu'il faut les autoriser, car les paysans en ont besoin pour avoir des récoltes abondantes, c'est le mieux que nous puissions faire. C'est le mieux que nous puissions faire. Cet aveu résume parfaitement la première partie de mon enquête, où j'ai compris que les résidus de poison que l'on trouve sur les aliments sont gérés par un système de réglementation arbitraire et approximatif. Ici encore, il faut bien le dire, il subsiste une incertitude. Bien sûr, les fabricants s'entourent de toutes les précautions. On multiplie les analyses et les expériences sur les animaux. Pour le fabricant de produits alimentaires, c'est un surcroît de travail, une dépense supplémentaire, une perte de temps. Sommes-nous certains que tous les industriels de l'alimentation s'astreignent à une recherche aussi complète qu'elle devrait l'être avant de lancer un produit nouveau sur le marché ? La question en effet est incontournable. Si le processus de réglementation des produits chimiques est basé sur les études fournies par l'industrie, il faut comprendre concrètement comment ça marche. J'ai choisi l'exemple des additifs alimentaires. Émulsifiants, conservateurs, colorants ou édulcorants, ces substances chimiques ont envahi nos aliments avec la naissance de l'industrie agroalimentaire qui a accompagné la révolution verte. Leur danger potentiel est connu depuis 50 ans. Un consommateur qui absorbe par exemple une petite quantité de colorant pendant 2 semaines, pendant 2 mois, pendant 1 an et 2 ans peut n'avoir aucun effet nocif, mais il faut prévoir que ces petites doses longtemps répétées et répétées jour après jour pendant toute une vie peuvent parfois comporter des risques extrêmement insidieux et même parfois des risques irréversibles, car il y a certains colorants, par exemple, qui, au moins chez l'animal, se sont avérés capables de provoquer des proliférations malignes, c'est-à-dire le cancer. 300 additifs alimentaires sont actuellement autorisés en Europe. Parmi eux, l'aspartame, un édulcorant de synthèse que l'on retrouve dans au moins 6000 produits de consommation courante, comme les boissons gazeuses, les produits dits sans sucre, les sucrètes, les chewing-gums, mais aussi les médicaments. Son nom de code, E951. L'histoire de l'aspartame est exemplaire. On y retrouve toutes les techniques utilisées par l'industrie pour manipuler le processus de réglementation. Tout a commencé en 1965 lorsqu'un chercheur de la firme pharmaceutique Searle a découvert fortuitement la molécule. 9 ans plus tard, l'entreprise dépose une demande d'autorisation de mise sur le marché auprès de la Food and Drug Administration, l'agence américaine chargée de la sécurité des aliments et des médicaments. En 1981, la FDA homologue le produit sous le nom de NutraSweet avec une DJA de 50 mg. Pensez-vous que l'aspartame est sans danger? Oui, je le pense. Quand la FDA a établi la DJA de l'aspartame, était-ce basé sur les études fournies par Searle, le fabricant? Tout à fait. Nous voici au cœur du problème. Les études soumises par Searle pour obtenir l'homologation de l'aspartame ont été l'objet d'une vive polémique dans les années 1970. À l'origine, John Olney, un neurologue, que l'on voit ici dans une conférence de presse donnée en 1996, soit 15 ans après la mise sur le marché de l'aspartame. The article we've just published shows an increased incidence of brain tumors and an increased malignancy of brain tumors in human populations in the United States, starting about 3 years after aspartame was introduced. Quelles études avez-vous conduites sur l'aspartame? Ma première étude date de 1971 et elle concernait l'acide aspartique, qui n'est pas l'aspartame. L'aspartame est une combinaison de 2 acides aminés, l'acide aspartique et la phénylalanine. Mon étude a montré que l'acide aspartique détruit les cellules nerveuses comme le fait le glutamate.
Ensuite, j'ai demandé à la firme Searle de m'envoyer un échantillon d'aspartame, ce qu'elle a fait. Je l'ai donné à manger à des bébés souris et j'ai observé les mêmes dégâts cérébraux qu'avec l'acide aspartique ou le glutamate. Mais si l'aspartame est susceptible de provoquer des tumeurs au cerveau, c'est un énorme enjeu sanitaire. Pourquoi la FDA a-t-elle autorisé cette substance? Parce que la FDA n'a pas fait correctement son travail. De fait, la manière dont la FDA a géré le dossier de l'aspartame est pour le moins troublante. J'ai pu consulter les archives internes de l'agence grâce à la ténacité de Betty Martini, qui a créé un centre de documentation sur l'aspartame baptisé Mission Possible Internationale. Elle y accumule les pièces à conviction obtenues grâce au Freedom of Information Act, une procédure américaine qui permet à tout citoyen d'avoir accès aux documents de l'administration. J'ai ainsi découvert qu'alertée par John Olney, la FDA avait créé 2 enquêtes internes pour évaluer la validité des données fournies par Searle. Finalement, en août 1977, le docteur Jérôme Bressler avait rédigé un rapport très sévère où il dénonçait toutes les irrégularités constatées dans les études de la firme. En voici un extrait. Les comptes rendus des observations indiquent que l'animal numéro A23LM était vivant à la semaine 88, mort de la semaine 92 à la semaine 104, vivant à la semaine 108 et mort à la semaine 112. Puis la FDA institue une commission d'enquête publique qui rend son rapport le 30 septembre 1980. La commission conclut que l'utilisation de l'aspartame dans les aliments ne doit pas être autorisée tant que la question de son éventuel potentiel cancérigène n'a pas été résolue par de nouvelles études. Les irrégularités constatées par les scientifiques de la FDA ont été confirmées lors des auditions organisées par le Congrès en 1987, et notamment par Jacqueline Verrett, une toxicologue de l'agence. NutraSweet has captured the hearts and the taste buds of the American consumer. Dr. Verrett, happy to hear from you. Thank you, Senator Metzenbaum. I have no qualms in saying that if we are basing the amount of aspartame that we're putting in all of these foods today on these studies, then it is a disaster. I feel that as a minimum, they are seriously flawed because of enough problems in the way they conducted that it makes it difficult to interpret them and come up with any kind of a figure in which we could have confidence for an ADI. Votre collègue, le docteur Verrett, a écrit ce livre « Manger peut être dangereux pour votre santé ». Je vous prie de l'ouvrir à la page 96. J'aimerais avoir votre commentaire, car vous travaillez ici depuis très longtemps, n'est-ce pas? Elle écrit « Ce n'est pas que les décideurs gouvernementaux soient corrompus. C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Mais leur sens du devoir est constamment érodé par leur contact avec l'industrie et leur souci pour les effets à court terme sur l'industrie plutôt que pour les effets à long terme sur les consommateurs. Partagez-vous ce constat? Non. Je ne suis pas du tout d'accord avec elle. Je pense qu'aucun d'entre nous à la FDA estimerait faire son travail correctement s'il ne plaçait pas la sécurité du consommateur au-dessus de toute considération pour le bien-être de l'industrie. Cela reviendrait à subvertir le paradigme de l'évaluation de la sécurité. Vraiment, je ne suis pas du tout d'accord avec elle. Pourtant, lors des auditions du Congrès auxquelles participait David Hatton, on découvrit l'étonnante proximité entre les responsables de la FDA et l'entreprise Searle,
qui était dirigé par un certain Donald Rumsfeld de 1976 à 1980, l'année de l'élection de Ronald Reagan à la Maison-Blanche. Between 1979 and 1982, 4 FDA officials who participated in the approval process took jobs linked to the NutraSweet industry. Pape, acting FDA Commissioner Sherwin Gardner, Albert Colby, who was Associate Director for Toxicology, and Mike Taylor, an FDA lawyer who represented the Bureau before the Board of Inquiry. We have here is not a legal conflict of interest, but a revolving door. Quel fut le rôle de Donald Rumsfeld dans le processus d'homologation de l'aspartame? Donald Rumsfeld a quitté le gouvernement quand Gerald Ford a perdu la présidence. Après avoir été secrétaire à la Défense, il a été nommé PDG de la firme pharmaceutique Searle. La firme était installée dans la circonscription qu'il représentait lorsqu'il était élu au Congrès et comme la famille Searle était très influente, elle l'avait soutenu pendant toute sa carrière politique. Il a donc été recruté par Searle. Après l'élection de Ronald Reagan, Rumsfeld a rejoint l'équipe de transition du nouveau président et c'est lui qui a contrôlé la nomination du nouveau commissaire de la FDA. Une fois en place, le nouveau commissaire a balayé le travail des scientifiques de la FDA et a déclaré que l'aspartame était sans danger. I like to do well at things. It's important to me that if you're given an assignment that you try to do it the best you can. Voilà comment, quelques semaines après l'élection de Ronald Reagan, l'aspartame a envahi le marché américain. Aussitôt comme par enchantement, la décision de la FDA fut copiée de l'autre côté de l'Atlantique. NutraSweet. Why so many things taste so good. J'ai retrouvé à l'OMS les archives du GECFA, le comité mixte sur les additifs alimentaires. On y découvre que de 1975 à 1979, le comité des experts refuse d'établir une DGA pour l'aspartame comme la FDA au même moment. Par exemple, le rapport de 1978 note qu'en raison du doute exprimé sur la validité des données de base, le comité a reporté sa décision. Changement de ton dans le rapport de 1980, où les experts décident de fixer la DGA de l'aspartame à 40 mg par kilo. En annexe du rapport, ils joignent le nom des études sur lesquelles ils ont basé leur décision. Ce sont les 3 études de Searle. La DGA fixée par le GECFA a été adoptée les yeux fermés par les pays européens et notamment par l'EFSA, l'autorité européenne pour la sécurité des aliments. Cette dose journalière acceptable de 40 mg par kilo a été établie au départ par le GECFA, c'est-à-dire le groupe d'experts international FAO-MS, et c'était en 1980. Et ensuite, la même DGA a été établie également par le comité scientifique de l'alimentation humaine, donc pour l'Europe, en 1985. Alors moi, je suis allée à l'OMS. J'ai fouillé dans les archives du GECFA et j'ai eu accès aux documents. C'est très troublant, je dois dire. Cette première DGA de 40 mg est basée sur une étude hautement controversée et on n'est jamais revenu dessus, même si, encore une fois, les études de départ sont hautement critiquables. Enfin, je ne sais pas ce qu'il faut penser des études initiales. Moi, je n'ai pas les éléments pour juger plus que ce que je peux lire dans les évaluations précédentes. Et dans les évaluations précédentes, il est mentionné qu'un doute a été soulevé et que ce doute a été levé. Oui, mais dans les dossiers, il n'y a pas de nouvelles études pour expliquer pourquoi ce doute est levé. Voilà. Sur quelque chose qui a été fait il y a effectivement 30 ans, c'est peut-être regrettable, et c'est souvent le cas. En attendant, l'effet boule de neige est une aubaine pour l'industrie. C'est ce que montre le témoignage de Robert Shapiro, le PDG de NutraSweet, filiale de Searle, laquelle Searle fut rachetée par Monsanto en 1985. Qui va vérifier que ces affirmations reposent sur du vent?
Thank you, Senator. Those who attack the safety of aspartame are also attacking the independent determinations of the health and regulatory authorities of the world. The fact is, Senator, that every single authoritative scientific, medical, and regulatory body in the United States and around the world that has ever examined the scientific evidence on the safety of aspartame has each independently and separately arrived at a single identical conclusion, and that is that aspartame is safe. La FDA a reçu beaucoup de plaintes liées à l'aspartame. J'ai ici la liste des effets nocifs qui a été rendue publique. Il y a beaucoup d'effets nocifs, 92 au total, et beaucoup de plaintes, des centaines, des milliers de plaintes. Maux de tête, vertige, crise d'épilepsie, vomissements, troubles de la vue. Vous ne trouvez pas que cette liste est inquiétante ? En réalité, la FDA et la firme Searle qui fabrique l'aspartame ont conduit des études cliniques supplémentaires pour évaluer ses effets comme les maux de tête ou les crises d'épilepsie. Tout cela a été soigneusement testé et le résultat fut que dans un environnement contrôlé, où l'on connaît exactement la dose utilisée, le moment précis de l'ingestion et l'individu qui la consomme, eh bien on ne parvient pas à répliquer ni à reproduire ces effets. Autant que je sache, Searle n'a jamais conduit les études appropriées pour déterminer si l'aspartame provoque des troubles dans le système nerveux central. Dr. Walton. Thanks, Ron. Good morning, folks. Over the past 12 years, my patients have taught me that aspartame can trigger a wide variety of problems. I believe that in vulnerable populations, it can lead to grand mal seizures, depression, panic attacks. I did a survey of the world's medical literature on aspartame and found 164 fulfilled the criteria for publication in a peer-reviewed journal with clear-cut relevance for issues of human safety. Of the 164, 74 were funded by the industry, that is the aspartame-related industry. All 74 attested to its safety. Les résultats de mon enquête étaient remarquables. Il y avait une corrélation à 100% entre les résultats des études et l'origine du financement. Toutes les études financées par l'industrie concluaient que l'aspartame ne pose aucun problème. Et 100% des études véritablement indépendantes concluaient qu'il y avait un problème avec la substance. Comment l'expliquez-vous? Malheureusement, l'argent est très puissant. L'argument est grave, car il suggère que les scientifiques peuvent être achetés par l'industrie pour fournir des études biaisées. Pour en avoir le cœur net, j'ai frappé à la porte d'une institution prestigieuse, la Société américaine du cancer, dont les liens avec l'industrie, justement, ont souvent été dénoncés. Il est tout à fait vrai que les industriels, qui peuvent être potentiellement affectés par des études contraires à leurs intérêts, essaient d'influencer les jugements des politiques et du public, en essayant parfois d'influencer la recherche. C'est un fait qu'il y a des études bien faites et des études lamentables, et très souvent, les études qui sont financées par l'industrie sont conçues de telle manière qu'il est totalement impossible de détecter des effets nocifs. Cela veut dire que la littérature scientifique est régulièrement polluée par des études qui ne sont pas faites convenablement. Fondamentalement, ce serait une très bonne idée si les scientifiques qui évaluent les médicaments ne recevaient pas d'argent des firmes pharmaceutiques ou si ceux qui travaillent sur les produits polluants n'étaient pas payés par ceux qui les fabriquent. Mais ce n'est pas le cas. Non, l'inverse est une pratique courante. Est-ce qu'il arrive que l'industrie essaie d'intimider les experts des agences de réglementation? J'ai travaillé dans une agence de réglementation pendant 25 ans. S'ils n'arrivent pas à te battre sur le terrain de la science, alors ils ont recours à des attaques personnelles.
J'en ai fait moi-même l'expérience. Ils ont voulu me faire virer de mon travail, et la raison, c'était précisément parce que je faisais mon travail. Malheureusement, il est courant que l'on demande à des agents gouvernementaux de changer leur interprétation de données qu'ils ne jugent pas fiables. Certains se plient, d'autres ne se plient pas. La plupart du temps, c'est très difficile en raison de la situation économique de ces scientifiques qui subissent des pressions pour fermer les yeux ou se taire. Malheureusement, rares sont les centres de recherche complètement indépendants et à l'abri des pressions de l'industrie. C'est le cas de la Fondation européenne Ramazzini, un institut privé spécialisé dans la cancérologie environnementale. Ces chercheurs ont conduit 2 études sur l'aspartame. Publiées en 2005, la première portait sur 1800 rats qui ont ingéré une dose d'aspartame proche de la DGA depuis l'âge de 8 semaines jusqu'à leur mort naturelle. Résultat, une augmentation significative des lymphomes et leucémies chez les femelles. La deuxième étude portait sur 400 femelles en gestation dont les descendants ont été suivis jusqu'à leur mort. Elle a confirmé les résultats de la première étude, auxquels s'ajoute une augmentation significative des tumeurs mammaires. Curieusement, ces 2 études ont été rejetées dans un bel ensemble par la FDA et l'EFSA. Est-ce que vous considérez que l'aspartame est cancérogène ? Sur la base de nos données, il est sûrement cancérogène pour les animaux expérimentaux. Il y a un certain nombre, pour ne pas dire un nombre certain, d'insuffisances méthodologiques qui ont été relevées à propos de ces études. Par exemple ? Alors, en particulier, le fait que les rats qui ont fait l'objet de ces études présentaient pour une bonne part des pathologies respiratoires. Nous ne sommes pas d'accord pour une série de raisons. Premièrement, parce que les processus inflammatoires que nous observons dans nos animaux dépendent très souvent du fait que nous les laissons mourir naturellement sans interrompre leur vie de façon arbitraire. Et comme il arrive pour l'homme, dans la dernière phase de la vie, les complications pulmonaires et rénales sont très courantes. Il est très fréquent de trouver des inflammations à la fois au niveau pulmonaire et rénal. La maladie respiratoire est à l'origine de tumeurs et donc peut complètement brouiller les pistes. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans cette étude. Est-ce que les rats du groupe contrôle avaient le même problème respiratoire ? Bien sûr. Nous l'avons observé à la fois dans les groupes traités et dans les groupes contrôle. La seule différence entre les 2 groupes était que les groupes expérimentaux avaient ingéré de l'aspartame et que les groupes contrôle n'en avaient pas ingéré. Oui, mais de toute façon, je vous dis, la majorité des résultats de ces études ont été invalidés par les analyses qu'en ont faites les experts du comité de l'EFSA. À dire vrai, les arguments de l'EFSA ne m'ont pas vraiment convaincu. Intrigué, j'ai cherché à savoir qui sont les 21 membres du comité additif alimentaire de l'EFSA. Depuis une date récente, chaque expert est tenu de déclarer ses conflits d'intérêts et les déclarations sont consultables sur le site de l'EFSA. On découvre ainsi que John Christian Larsen, le président du comité, travaille pour l'ILSI, un institut financé par les multinationales de l'agroalimentaire et de la chimie, ou que Jürgen Koenig a des contrats avec Danone, ou encore que Dominique Parent-Massin travaille pour le japonais Ajinomoto, l'un des principaux fabricants d'aspartame, ou pour Coca-Cola, un grand utilisateur d'aspartame. J'ai vérifié qui étaient les 21 membres du comité additif alimentaire. J'ai vu notamment qu'il y avait Dominique Parent-Massin, qui est membre du groupe de travail scientifique du fabricant d'aspartame japonais Ajinomoto. Alors ça, par exemple, c'est un vrai conflit d'intérêt. Donc ça veut dire que quand nous avons fait l'évaluation, quand nous faisons l'évaluation de l'aspartame, cet expert ne peut pas être rapporteur, ne peut pas préparer l'avis du groupe et ne peut pas participer aux délibérations sur ce sujet parce qu'il y a un conflit d'intérêts.
Et là, par exemple, dans le cas de l'avis qui a été rendu sur l'aspartame en mars 2009, je me souviens le dernier, donc Dominique Parent-Massin n'a pas participé. Non. Non, sa déclaration d'intérêt a été évaluée et il a été considéré qu'elle avait un conflit d'intérêt. Et d'ailleurs, elle se restreint aussi, elle ne participe pas, par exemple, à certaines activités de l'EFSA en rapport avec l'aspartame d'elle-même, je dirais, en addition du processus, j'allais dire, que nous avons mis en place pour faire l'évaluation des déclarations d'intérêt. La transparence, en tout cas, a ses limites. La déclaration d'intérêt de Dominique Parent-Massin, que j'avais trouvée sur le site de l'EFSA avant de conduire mes interviews, a aujourd'hui disparu. Elle a été remplacée par une nouvelle où l'experte ne dit plus un mot sur ce lien avec Ajinomoto et Coca-Cola. Étrange coïncidence. Un alto dirigente di EFSA mi disse una volta. Un haut dirigeant de l'EFSA m'a dit un jour, Dr Sofriti, si nous admettions que les résultats de vos études sont valides, nous devrions interdire l'aspartame dès demain matin. Vous vous rendez bien compte que cela n'est pas possible. S'ils admettent qu'ils ont fait une erreur, cela entraînera une perte de confiance. Et puis, ils craignent sans doute que cela ouvrira les vannes. Il y a des gens qui risquent de dire « Peut-être n'avez-vous pas fait une seule, mais plusieurs erreurs. Et peut-être que tout le processus est défectueux. » Peut-être que tout le processus est défectueux. À ce stade de mon enquête, j'ai compris que le système de réglementation des produits chimiques est contrôlé par l'industrie, dont la préoccupation majeure n'est pas la santé du consommateur, mais la recherche du profit à tout prix. L'arrivée des récipients en matière plastique, par exemple, suscite déjà des inquiétudes. On vend en bouteilles plastiques de l'huile ou du vin. Est-on certain que le recul est suffisant pour décider que les traces de plastique qui passent nécessairement dans l'huile ou dans le vin ne sont pas nocives? Inventé il y a plus d'un siècle, le plastique s'est imposé dans tous les domaines de la vie. Dans les équipements électroniques, les vêtements, les moyens de transport, les meubles, les jouets, les ustensiles de cuisine ou le conditionnement des denrées alimentaires. On estime que chaque Européen utilise en moyenne 92 kilos de plastique par an. 40% proviennent de l'emballage des aliments. Un exemple, le bisphénol A, encore appelé BPA, dont la production annuelle s'élève à 3 millions de tonnes. On le retrouve dans les produits en polycarbonate comme les biberons, les bonbonnes d'eau ou les préparations pour micro-ondes, mais aussi dans les résines utilisées comme revêtement dans les boîtes de conserve ou les canettes de boissons. La dose journalière admissible du bisphénol A a été fixée à 0,05 mg par kilo de poids corporel. The world of plastics is present everywhere. Yet this presence is but a premonition of a future world. Our children will see a bit of that world, and our grandchildren will not see the end of it. On a longtemps considéré que les plastiques étaient des matières biologiquement inactives. Ce n'est malheureusement pas le cas. C'est ce qu'ont découvert fortuitement Anna Soto et Carlos Sonnenschein, deux chercheurs en biologie cellulaire à l'université de Boston. En 1987, ils travaillaient sur des cellules de cancer du sein. L'expérience consistait à provoquer la multiplication des cellules en les exposant à de l'œstrogène, une hormone féminine naturelle. Les cellules de l'expérience, comme celles du groupe contrôle, étaient conservées dans des tubes en plastique. Nous répétions sans cesse la même expérience et obtenions toujours les mêmes résultats. En l'absence d'œstrogène, les cellules de cancer du sein ne se multipliaient pas, mais en présence d'œstrogène, elles se multipliaient. Puis tout à coup,
toutes les cellules se sont mises à se multiplier de manière indiscriminée. Nous avons pensé que nous avions une contamination par l'œstrogène et nous avons commencé à vérifier chaque composante du processus. Finalement, nous avons compris que l'activité provenait des tubes dans lesquels nous conservions les cultures tissulaires. Nous avons donc appelé le fabricant des tubes qui n'a pas pu nous fournir d'explication. Il nous a envoyé plusieurs lots pour que nous puissions détecter la présence de l'œstrogène qui, en fait, était due à un changement dans la formulation du plastique. Le fabricant considérait que c'était un secret commercial. C'est pourquoi il a refusé de nous révéler la composition. C'est donc grâce à notre recherche indépendante que nous avons pu identifier que la substance était du nonylphénol. Le nonylphénol, comme le bisphénol A, sont des hormones de synthèse utilisées comme antioxydants dans les matières plastiques. Après leur découverte, les deux chercheurs décident de se consacrer au BPA en raison de son utilisation massive dans les plastiques alimentaires. Leur originalité, c'est d'exposer les cobayes pendant la gestation pour pouvoir observer les effets sur la seconde génération. Voici la glande mammaire d'une souris de 4 mois. On peut voir les conduits qui plus tard draineront le lait. Ils ne sont pas très nombreux et font peu de ramifications. Maintenant, je vais vous montrer un animal qui a été exposé au bisphénol A in utero. On peut voir la complexité des conduits et de leurs ramifications. C'est 4 mois après l'exposition. Ce serait une situation normale si la souris était enceinte, mais ce n'est pas le cas. À cet âge, un animal normal devrait être comme ceci. Donc il y a une différence importante. La grossesse n'est pas une pathologie si la femelle est enceinte, mais si la glande mammaire d'une femelle qui n'est pas enceinte imite la grossesse, alors ce n'est pas normal. Quelle est la dose de bisphénol A que vous avez administrée? 250 nanogrammes par kilo. C'est une dose très basse. Une dose 200 fois inférieure à la DGA. L'histoire d'Anna Soto et de Carlos Sonnenschein a été racontée dans un livre qui a défrayé la chronique américaine en 1997. Publié en France sous le titre « L'homme menacé de disparition », il est le fruit d'une enquête conduite par le professeur Theo Colborn. Celle-ci a étudié l'impact de la pollution chimique sur la faune des Grands Lacs, puis elle a réalisé la synthèse d'1 millier d'études concernant l'évolution de certaines espèces sauvages, comme les mouettes, les baleines ou les loutres. Un véritable travail de détective qui conduisit à la création d'un nouveau concept scientifique, celui de perturbateur endocrinien. J'ai commencé à répertorier tous les troubles constatés dans ces différentes espèces. En général, les animaux adultes avaient l'air normal. Mais leurs petits, quand ils pouvaient se reproduire et qu'il y avait des petits, ne parvenaient pas à l'âge adulte. Et s'ils y parvenaient, ils ne vivaient pas très vieux et ils étaient incapables de se reproduire. Pouvez-vous nous dire ce qu'est un perturbateur endocrinien? La réponse est très simple. C'est une substance chimique qui interfère avec la fonction du système endocrinien. Que fait le système endocrinien? Il nous permet de nous reproduire. Il permet que nous fonctionnions normalement et il contrôle tout le processus de construction d'un bébé, depuis la fécondation jusqu'à la naissance. Chaque muscle, la programmation du cerveau ou des organes, tout cela en dépend.
Le problème, c'est que nous avons inventé des produits chimiques qui ressemblent aux hormones naturelles et qui peuvent se glisser dans les mêmes récepteurs en allumant une fonction ou en l'éteignant. Le cerveau est perturbé et ordonne au corps de produire plus d'hormones, et c'est ça le problème. Le terme perturbateur endocrinien a été inventé lors de la conférence de Wingspread organisée par Theo Colborn en 1991. Elle y réunit la vingtaine de scientifiques qui ont nourri la matière de son livre. Depuis, il se retrouve chaque année lors d'un colloque à la Nouvelle-Orléans. Il y a là Anna Soto et Carlos Sonnenschein, Louis Guillette, spécialiste des alligators, Fred Fomsal, qui travaille depuis plus de 20 ans sur le bisphénol A, ou John McLachlan, spécialiste du Distilbène, en anglais DES. Interdit depuis plus de 30 ans, ce médicament a été largement prescrit pour prévenir les fausses couches. Il est considéré comme le modèle des perturbateurs endocriniens. Car fait unique, on dispose non seulement de données expérimentales sur les animaux, mais aussi de données épidémiologiques chez les humains. Le Distilbène est réellement le produit chimique qui a changé notre manière de penser en nous éclairant sur ce qu'est la perturbation endocrinienne et sur ce que nous appelons maintenant l'origine fétale des maladies de l'adulte. Si on remonte 70 ans en arrière, le Distilbène fut la première hormone de synthèse inventée par Charlie Dodds en 1938. Il avait déjà synthétisé le bisphénol A en 1936 comme un œstrogène. Le Distilbène a été utilisé comme un support endocrinien pour les grossesses. Il a été prescrit à plus de 4 millions de femmes aux États-Unis de la fin des années 40 jusqu'à 1975. Après, vous connaissez tous l'histoire. On a constaté des cancers du vagin chez les filles des femmes traitées. Qu'avez-vous observé quand vous avez exposé des souris en gestation à du Distilbène? Nous avons observé des effets sur leur descendance mâle et femelle. Chez les femelles, nous avons observé des cancers dans leur système de reproduction, notamment du vagin, comme c'est le cas chez les humains. De fait, tout ce que nous avons constaté chez les souris a été vérifié chez les humains. Et tout ce qui a été vu chez les humains l'a aussi été chez les souris. C'est même très troublant. Lorsque nous avons conduit nos études sur les souris il y a 25 ans, nous avions noté que les femelles de la seconde génération avaient des ménopauses plus précoces. Et 25 ans plus tard, nous constatons la même chose chez les femmes exposées. Donc il faut le répéter, toutes les conséquences du Distilbène observées chez les humains l'ont aussi été chez les souris et les rats. Et aujourd'hui, avec Carlos, nous obtenons les mêmes résultats avec des doses faibles de bisphénol A, similaires à ce que l'on trouve dans l'environnement. Il y a cependant une différence. Nous avons obtenu nos premiers résultats en 2007, et si l'on fait un parallèle avec le Distilbène, cela veut dire qu'il faudra attendre 2032 pour le vérifier chez les humains. Et ce sera très difficile. Pour le Distilbène, les femmes qui ont été exposées in utero ont les ordonnances de leur mère comme preuve, tandis que les femmes qui auront un cancer en 2032 n'auront aucune preuve qu'elles ont été exposées au BPA in utero. Je vous laisse avec cette pensée très dérangeante. Notre prochain orateur est Fred Fomsal, professeur de biologie à l'Université du Missouri. The chemical industry has really L'industrie chimique a fait un gros travail de désinformation pour convaincre les gens que nous ne sommes pas exposés au bisphénol A et que les quantités que l'on trouve dans nos organismes ne sont pas du tout préoccupantes. Les faits prouvent le contraire. Juste pour vous donner un exemple, si vous tenez à avoir votre dose quotidienne de BPA,
Il suffit que vous mangiez de la sauce tomate Heinz. Même chose pour les produits qui contiennent des substances lipophiles, comme le thon à l'huile. Le Centre pour le contrôle des maladies a fait plusieurs études pour mesurer le niveau de BPA dans les urines. Et comme on peut le voir dans cette enquête nationale, plus vous êtes jeune, plus votre niveau de BPA est élevé. Quels effets avez-vous observés quand vous avez exposé des souris en gestation à des doses très faibles de BPA? Les études sur les animaux montrent que des doses largement inférieures à la dose journalière admissible causent la sécrétion de l'insuline, une augmentation du taux de glucose, une résistance à l'insuline, du diabète, des maladies cardiaques, des dysfonctionnements cérébraux et des troubles du comportement. Nous constatons aussi des dysfonctionnements dans le système de reproduction des mâles et des femelles. Chez les femelles, des kystes aux ovaires ou des fibromes utérins. Chez les mâles, des malformations des testicules, une quantité réduite de spermatozoïdes, des niveaux d'hormones et de testostérone anormalement bas. Nous observons enfin des cancers de la prostate chez les mâles et du sein chez les femelles. Le ministre de la Santé et des Sports. Le principe de précaution ne s'applique qu'en l'absence d'études fiables. Là, et en l'occurrence, les études fiables existent et concluent en l'état actuel de la science à l'innocuité des biberons en bisphénol A. Depuis plusieurs années, le bisphénol A est l'objet d'un bras de fer qui oppose les agences de réglementation et un nombre croissant de scientifiques. L'enjeu n'est pas seulement la DGA fixée, mais au-delà, la manière dont sont évalués les perturbateurs endocriniens, dont le BPA est devenu le symbole. Au cœur du conflit, les effets des faibles doses, que les toxicologues de l'industrie ignorent et donc ne testent pas. Curieusement, les agences de réglementation continuent de baser leur évaluation sur les études de l'industrie, dont la qualité est contestée. Quant aux industriels, ils s'accrochent au statu quo, en servant le même argument que les fabricants d'aspartame, comme ici lors de cette audition organisée au Parlement français. Alors là, je vous emmène faire un petit voyage à travers le monde sur ce dont nous, les industriels, nous avons besoin, à savoir des avis des agences sanitaires qui nous autorisent à mettre sur le marché les différents produits. Le consensus actuel des agences sanitaires aux USA, Canada, Europe et Japon est que les niveaux actuels d'exposition au BPA en application alimentaire ne présentent aucun risque sur la santé des populations, y compris les enfants et les bébés. Et moi, quand j'entends votre discours qui me dit bah, toutes les agences sont d'accord, je vous dis, toutes les agences étaient d'accord pour dire que l'amiante ne posait pas de problème. Et à l'époque, on nous disait où sont les victimes? Et les victimes, on sait, on est à 3000 morts. Alors la vraie question qui se pose, c'est est-ce qu'on attend 40, 50 ans, 60 ans pour avoir la certitude? Ou est-ce que, à partir de ce que l'on sait, cette convergence d'études chez l'animal sur toutes les espèces testées, souris, rats et le singe, les données sur le singe sont extrêmement fortes. Je crois que le principe de précaution s'impose. Le problème, c'est qu'on ne peut pas protéger correctement nos concitoyens sur la base de l'émotion. Ça ne veut pas dire pour autant que... Moi, je crois que les mots n'ont pas de sens à ce moment-là. Comment pouvez-vous parler d'émotion devant l'ensemble de ces données scientifiques? Moi, je ne suis pas en train, ni Patrick Fénichel ni moi-même ne sommes en train de vous parler d'émotion. C'est vrai que le mot émotion est très surprenant. Depuis 10 ans, en effet, plusieurs centaines d'études ont été publiées montrant des effets du BPA à des doses très faibles, parfois 5000 fois inférieures à la DGA. C'est ce que souligne la déclaration de consensus signée en 2007 par 38 scientifiques internationaux sous l'auspice de l'Institut national des sciences de la santé environnementale des États-Unis. Parmi les auteurs, on trouve Frédéric Fomsal, Carlos Sonnenschein, Anna Soto ou Linda Birnbaum, la nouvelle directrice du NIEHS. Ils écrivent « Les pathologies humaines actuelles ressemblent aux effets observés chez des animaux de laboratoire exposés à de très faibles doses de BPA, comme l'augmentation des cancers du sein et de la prostate, les malformations urogénitales chez les bébés masculins, le diabète de type 2,
l'obésité ou les problèmes de comportement tels que l'hyperactivité. Pensez-vous que le BPA devrait être interdit, au moins pour les biberons, comme l'a décidé récemment le Canada? Je suis quelqu'un de pragmatique. Je pense qu'il y a suffisamment de preuves qui indiquent que le BPA a le potentiel de causer des effets nocifs, particulièrement pendant certaines périodes très sensibles du développement. Donc, si j'étais une jeune maman et que je nourrissais mon bébé avec un biberon, je ne voudrais pas qu'il y ait du BPA dans son biberon. Comment expliquez-vous que l'AFSA, l'agence française, ou l'EFSA... L'Autorité européenne de la sécurité des aliments. Oui, pourquoi s'accroche-t-elle à une DGA de 50 microgrammes par kilo? Parce qu'elles n'ont pas examiné les nouvelles données. C'est le problème. Certaines agences de réglementation sont très lentes à s'adapter à la nouvelle science. Fondamentalement, nous disons que le processus de calcul de la DGA est basé sur de fausses hypothèses qui datent du XVIe siècle, qui ne prenaient pas en compte le fait que les produits chimiques puissent agir comme des hormones. Et les hormones ne suivent pas les règles de la toxicologie. Ça fait une quinzaine d'années que M. Fomsad essaye de convaincre la communauté scientifique de prendre en compte ces études, et il n'a pas convaincu la communauté scientifique, et la plupart des agences, toutes les agences nationales ou internationales en charge de l'évaluation du risque, que ce soit la FDA, que ce soit en Nouvelle-Zélande, au Japon, le BFR en Allemagne, la FSA en Angleterre, toutes sont d'accord avec notre démarche d'évaluation du risque et avec la DGA, ou plutôt la DJT, que nous avons établie. Cela veut dire que le principe de la relation dose-effet ne marche pas. Le principe de la relation dose-effet, qui est le corollaire de la dose fait le poison, est complètement erroné. Il peut marcher pour certains produits toxiques traditionnels, mais pas pour les hormones, pour aucune hormone. Pour certains produits chimiques et pour les hormones naturelles, nous savons que les doses faibles peuvent stimuler, alors que les fortes doses inhibent. Pour les hormones, la dose ne fait jamais le poison. Les effets n'empirent pas systématiquement. En endocrinologie, les courbes linéaires dose-effet n'existent pas. Effectivement, si vous rencontrez des scientifiques qui vont dans le sens des études des partisans des effets à faible dose, vous pouvez être convaincu par eux. Vous pensez que c'est une idéologie, les faibles doses? Dire les partisans, ça veut dire que c'est pas scientifique. Je ne sais pas est-ce que vous pensez qu'on pourrait baser une opinion qui a un impact majeur sur la santé publique sur des hypothèses ou des données non confirmées? C'est pas possible. Pour être franche, la réponse du représentant de l'EFSA m'a laissé sur ma faim. Une fois de plus, j'ai poussé la porte de la Société américaine du cancer, dont le conservatisme est souvent décrié. Pourtant, pour son représentant, les effets à faible dose sont une réalité scientifique établie. Pensez-vous que nous sommes entrés dans une nouvelle ère et une nouvelle façon de gérer les produits chimiques? C'est évident, et pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y a toute cette recherche très intéressante sur les effets à faible dose. Pour certains types de substances chimiques, en particulier ceux qui ont des effets œstrogéniques, il y a de nombreuses études qui montrent des effets à des doses extrêmement faibles. Donc tout le processus pour déterminer ce qui est reproductible ou quelles sont les implications pour le cancer est complètement nouveau. De plus, le concept du principe de précaution semble tomber sous le sens. S'il y a un problème potentiel, mieux vaut agir tout de suite pour prévenir. Mieux vaut agir pour prévenir. Autant dire que tout reste à faire.
En effet, les perturbateurs endocriniens représentent une grande famille qui regroupe des composants plastiques comme le bisphénol A, les dioxines, les PCB, le téflon des poêles anti-adhésives, des additifs alimentaires mais aussi de nombreux pesticides. Tous ces produits se retrouvent à de faibles doses dans notre alimentation. Et ces faibles doses n'ont jamais été testées. De même, n'a jamais été testée la possible synergie entre les résidus des différents produits chimiques qui contaminent par exemple ce raisin analysé dans un laboratoire allemand. En juin 2009, l'EFSA a publié son premier rapport annuel sur les résidus de pesticides. 75 000 aliments ont été prélevés dans les 27 pays de l'Union européenne. Au total, 354 pesticides ont été détectés dans les fruits et légumes et 72 sur les céréales. Dans un quart des échantillons, on a retrouvé les résidus d'au moins 2 pesticides. Peuvent-ils interagir et avec quels effets? C'est ce que l'on appelle l'effet cocktail. La question de l'effet cocktail est d'autant plus pertinente que nous avons tous une charge chimique corporelle, en anglais Chemical Body Burden. C'est ce qu'a révélé le Centre pour le contrôle des maladies d'Atlanta, qui mène depuis 10 ans un programme de biomonitoring où il mesure les traces de produits chimiques dans le sang et les urines de volontaires. Pour le 4e rapport publié en 2009, les résidus de 212 substances ont été retrouvés dans la quasi-totalité des 2400 Américains testés, avec en tête le bisphénol A et de nombreux pesticides. Je pense que nous avons été extrêmement naïfs dans nos études en nous intéressant qu'à un seul produit chimique à la fois, alors qu'aucun d'entre nous n'est exposé à une seule substance. Quand nous nous intéressons qu'à une seule substance et ignorons les autres, je pense que nous pouvons complètement rater les effets qui peuvent se produire. Rares sont les laboratoires qui travaillent sur l'effet cocktail. L'un d'entre eux dépend de l'université de Copenhague. Toxicologue, Ulla Haas a testé un mélange de résidus de 3 substances chimiques considérées comme anti-androgènes, c'est-à-dire qu'elles affectent la production de la testostérone, l'hormone nécessaire au développement des mâles. Parmi eux, la procimidone, le fongicide récemment réévalué par les experts du JMPR. Le mélange a été administré à des rats en gestation et les effets mesurés sur leur descendance mâle. Nos résultats sont très troublants. Prenons par exemple ce que nous appelons la distance anogénitale. C'est la distance entre l'anus et les parties génitales de l'animal. Elle est 2 fois plus longue chez le mâle que chez la femelle. C'est dû au rôle des androgènes pendant le développement fœtal. Si elle est plus courte chez les mâles, c'est un indicateur de l'hypospadia, une malformation congénitale grave des organes de reproduction masculins. Quand nous avons testé chaque produit séparément, nous n'avons constaté aucun effet ni aucune malformation. Mais quand nous avons exposé les fœtus mâles à un mélange des 3 substances, nous avons observé que 60% d'entre eux développaient plus tard une hypospadia ainsi que des malformations graves de leurs organes sexuels. Nous devons apprendre de nouvelles mathématiques quand nous travaillons sur la toxicologie des mélanges. Parce que ce que disent nos résultats, c'est que 0 plus 0 plus 0 fait 60% de malformations. C'est effrayant ce que vous dites, surtout quand on sait que chaque Européen a ce que l'on appelle une charge chimique corporelle. Ce que vous avez observé chez les rats pourrait-il aussi se produire dans nos organismes? En fait, le gros problème, c'est que nous n'en savons rien. Il est très difficile de comprendre pourquoi cela n'a pas été pris en compte plus tôt. Quand vous allez à la pharmacie pour acheter des médicaments, il est écrit sur le mode d'emploi qu'il faut faire attention si vous prenez d'autres médicaments. Donc, il est très clair qu'il peut y avoir une combinaison d'effets si vous prenez plusieurs médicaments en même temps.
C'est pourquoi il n'est pas surprenant que l'on ait le même phénomène avec des polluants chimiques. Tout indique que le système de réglementation des produits chimiques se trouve à la croisée des chemins et qu'il doit être repensé de fond en comble. Effet des faibles doses, sensibilité particulière du fœtus, effet cocktail, tout cela a été ignoré pendant 50 ans. Dans le même temps, les maladies chroniques n'ont cessé de progresser dans les pays dits développés, avec en tête le cancer, dont l'incidence a été multipliée par 2 au cours des 30 dernières années selon les chiffres du CIRC. Comment peut-on encore nier que ces pathologies sont liées au modèle industriel qui caractérise la civilisation moderne ? Quand on consulte votre site internet et les cartes du cancer, on constate que cette maladie est surtout présente dans les pays dits développés. Par exemple, si on prend le cancer du sein, en rouge, ce sont les régions où l'incidence est la plus élevée, c'est l'Amérique du Nord, l'Europe de l'Ouest, l'Australie et un peu l'Amérique du Sud. C'est la même chose pour le cancer de la prostate, le cancer des testicules, les leucémies, les cancers du cerveau, de la thyroïde, du poumon. Ce que nous savons, c'est que 80 à 90% des cancers sont liés au mode de vie et à l'environnement. C'est ce que montrent les études sur les personnes qui migrent d'une région du monde à une autre, où l'exposition varie. Elles adoptent pour ainsi dire le modèle des cancers des régions où elles s'installent. Ce qui est préoccupant, c'est que nous sommes en train de transférer les facteurs de risque qui conduisent au cancer des pays riches vers les nations les plus pauvres, comme la surcharge pondérale, l'obésité, le manque d'activité physique. Parce que ces pays adoptent notre mode de vie ? Oui, à cause du changement du mode de vie. C'est insensé, on s'empoisonne à longueur de journée, puis on le sait ça. Pour moi, il n'y a pas d'autre solution. Pour vivre en bonne santé, il faut bien se nourrir. L'environnement et le style de vie. Voilà donc les 2 causes principales de l'explosion des maladies chroniques, dont l'obésité est le signe le plus visible. D'après des sources officielles, 70% de la population américaine est en surcharge pondérale. J'ai pu filmer ces images en restant 20 minutes dans un supermarché de Houston. Dans le monde de la recherche, 2 écoles s'ignorent alors que tout indique qu'elles sont complémentaires. D'un côté, les chercheurs qui travaillent exclusivement sur les origines environnementales des maladies chroniques, c'est-à-dire sur les effets de la pollution chimique. De l'autre, les scientifiques qui ne s'intéressent qu'au style de vie et notamment aux conséquences de la malbouffe basée sur un apport excessif en graisse et sucre et une carence en produits végétaux. Professeur à l'Université du Québec, Richard Béliveau est le maître à penser de la seconde école. Auteur de plus de 230 publications dans des revues médicales internationales, il dirige une équipe de 30 chercheurs qui travaillent sur la prévention et le traitement du cancer. Une des conséquences de la consommation de malbouffe et de produits industriellement transformés, c'est la surconsommation d'oméga 6 versus les oméga 3. Les oméga 3 génèrent des molécules anti-inflammatoires, les oméga 6 génèrent des molécules pro-inflammatoires. De façon traditionnelle, dans notre alimentation, on consommait un ratio de 1 pour 1. Qu'on soit chasseur-cueilleur ou agriculteur-éleveur dans notre histoire, on a consommé un ratio de 1 pour 1. Avec l'industrialisation de la malbouffe, on utilise surtout des huiles hydrogénées et des huiles de maïs et de tournesol qui ne contiennent que des oméga 6. Donc, les graisses qui proviennent de l'industrie de la malbouffe ou de l'industrie de la transformation industrielle sont des graisses qui amènent maintenant au niveau métabolique un ratio oméga 6, oméga 3 de 25 pour 1. Lorsqu'on consomme de l'alimentation industrielle, on se met métaboliquement, physiologiquement en mode pro-inflammatoire. Or, l'inflammation fait le lit du cancer. En effet, à l'origine d'un cancer, il y a toujours une cellule agressée par un agent extérieur qui peut être un virus, une irradiation ou un produit chimique. Si l'organisme est en bonne santé, la cellule endommagée est détectée par les lymphocytes NK, de l'anglais Natural Killer, les tueurs naturels, qui la poussent à se suicider. C'est ce que l'on appelle l'apoptose.
Lorsque le système immunitaire est affaibli par une inflammation chronique et l'agression permanente d'agents chimiques, l'apoptose échoue et la cellule défectueuse commence à se multiplier. C'est le début de la tumeur qui, pour se développer, a besoin d'être nourrie par des vaisseaux sanguins. On appelle ce phénomène l'angiogénèse. À terme, l'angiogénèse conduit à la création de métastases, c'est-à-dire à la colonisation de l'organisme par les cellules cancéreuses. Dans certains végétaux qu'on consomme, qu'on appelle des fruits et des légumes, on retrouve également des molécules qui, pharmacologiquement, ont le même effet que certains médicaments de chimiothérapie. Certaines de ces molécules-là sont cytotoxiques. Elles détruisent les molécules cancéreuses. Certaines de ces molécules-là sont pro-apoptotiques. Elles induisent la cellule cancéreuse à se suicider. Certaines de ces molécules-là sont anti-inflammatoires. Elles bloquent l'inflammation dont la cellule cancéreuse a besoin pour favoriser son développement. Donc, comment est-ce qu'on mesure le potentiel d'inhibition d'un aliment? Eh bien, on a dans des banques de tumeurs, des tumeurs humaines qu'on peut acheter. Et ça, c'est un cancer, un glioblastome, un cancer du cerveau, qu'on fait pousser pendant 24 ou 48 heures, puis on compte le nombre de cellules qui se sont divisées. Et là, on les expose à différents extraits d'aliments. Alors ici, on a de la cerise, on a des carottes, on voit qu'il n'y a pas beaucoup d'inhibition. Mais lorsqu'on arrive avec l'ail, avec les choux de Bruxelles, avec les canneberges, on a 90% d'inhibition d'un glioblastome. Lorsqu'on isole ces aliments-là, puis qu'on crée un cocktail de super aliments anticancéreux, puis qu'on prend une souris auquel on implante un cancer humain, ça c'est une souris qui a été nourrie avec de la nourriture de souris. Si on prend la même souris, mais qu'on la traite par la bouche avec le cocktail des aliments les plus anti-cancer qu'on a trouvés dans ces tests-là in vitro, eh bien, on a des réductions de 90% de la masse tumorale. Petit à petit, j'ai fini par assembler toutes les pièces du puzzle pour dessiner un ensemble cohérent. L'épidémie de maladies chroniques constatée dans le monde occidental est due à la pollution chimique et notamment aux transformations du mode de production des aliments où les effets de la révolution agricole et agroalimentaire se conjuguent pour constituer un cocktail explosif. Si les pays du Sud sont pour l'heure épargnés, c'est qu'ils n'ont pas encore adopté massivement notre mode de vie et d'alimentation. Un exemple, l'Inde. D'après le CIRC, l'incidence des 20 cancers les plus courants en Occident y est 10 à 30 fois inférieure. Dans l'état de l'Orisha, au sud-est du pays, les cancers sont quasiment inexistants, à l'exception de celui de la bouche dû à la mastication du tabac. Dans cette région très rurale, on ignore la pollution chimique et on mange ce que l'on produit, à savoir essentiellement des fruits et légumes cultivés sans pesticides. On consomme aussi quotidiennement du curcuma, cette poudre jaune qui constitue la base du curry. Connus depuis la nuit des temps, ses pouvoirs anti-inflammatoires et donc anticancérigènes ont été confirmés dans plus de 3000 publications scientifiques. Qu'est-ce qu'on peut faire avec le curcuma? Faites un curry et vous le mangez ou vous l'appliquez sur le corps. Tout est bon. Après avoir bien écrasé le curcuma, vous pouvez le mélanger dans un verre d'eau chaque matin. Et une dizaine de microbes vont mourir. Et vous n'aurez pas d'irritation de la peau ni la varicelle. Il y a beaucoup de bienfaits pour toutes les maladies. Les vaches peuvent le manger, les hommes peuvent le manger, les chèvres peuvent le manger, les chats peuvent le manger. Est-ce qu'il y a des personnes obèses dans votre village? Dans tout le village, c'est mon neveu qui est le plus gros. Où est-il? C'est lui, le plus gros du village. Mais il n'est pas obèse. Là-bas, il y a encore une personne un peu enveloppée. Est-ce qu'il y a des gens qui ont le cancer dans le village?
Non, personne. Vous savez ce qu'est le cancer? Le cancer? C'est une maladie? Quand ça atteint tout le corps, la personne meurt au bout de 3 ou 6 mois. Non loin de là, à Bhubaneswar, la capitale de l'Orisha, la Société indienne du cancer tenait un colloque international en collaboration avec l'Institut Anderson de Houston, l'un des plus grands centres de recherche sur le cancer du monde. Le thème de cette 3e édition était cancer et inflammation. On y parla bien sûr de la spécificité de l'Inde qui est en train de disparaître, notamment dans l'état du Punjab, le berceau de la Révolution verte, mais aussi dans les grandes métropoles où l'on adopte le mode de vie occidental. Dr. Arvind K. Chaturvedi. Pendant mon exposé, je vous parlerai de l'évolution mondiale du cancer. Dans le monde occidental, le cancer qui a la plus grande prévalence est celui du sein pour les femmes et de la prostate pour les hommes. Je vous parlerai aussi du cancer et du mode de vie dans notre pays, où l'incidence de la maladie est en train d'augmenter. Elle n'est pas encore aussi élevée que dans les pays occidentaux, mais elle va augmenter en raison des changements dans le mode de vie et les habitudes alimentaires. Si nous ne tirons pas les leçons des erreurs commises par d'autres, nous finirons par payer un prix très élevé. La réponse est simple. Pas de polluants chimiques, pas d'aliments transformés, mais un mode de vie sain, avec de la nourriture biologique. Pas de viande rouge, ni alcool, ni tabac à fumer ou mastiquer, etc. Jean-Charles Bocquet, j'écoute. Oui, bonjour, Marie-Monique Robin. Vous savez que j'ai fait une demande d'interview que vous avez refusée, mais je voulais quand même être sûre que vous ne changiez pas d'avis. Ah non, je ne change pas d'avis. Je suis désolé, mais nous ne changerons pas notre position. Nous voulons vraiment vous fournir quelque chose. Nous travaillons sur une réponse écrite.